Ok, c'est bon. Très bien. Alors, la semaine dernière, premier cours, on a fait une introduction à ce cours qui s'appelle L'apport du judaïsme français à la pensée juive moderne. Et on a essayé de contextualiser, de remettre les choses un petit peu en situation. Et on a parlé de deux penseurs, enfin de deux personnages clés de l'histoire et du contexte dans lequel baigne le judaïsme au moment où on le prend en route, c'est-à-dire avant la Seconde Guerre mondiale, déjà avant la Première Guerre mondiale même déjà, et après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire on a vu Edmond Flegg et on a vu Robert Gamzon. Edmond Flegg, écrivain, poète, euh, et Robert Gamzon, fondateur notamment des EIF, les éclaireurs israélites juifs de France. Et on a parlé du franco-judaïsme, c'est le contexte dans lequel les juifs vivent en France avant la Seconde Guerre mondiale. C'est cette espèce d'équilibre, d'harmonie où les valeurs de la République épousent parfaitement les valeurs du judaïsme où liberté, égalité, fraternité, eh bien c'est finalement les droits de l'homme et les 10 commandements. Enfin, c'est une espèce de symbiose comme ça parfaite entre le juif et la France. Et on est même plus juif, plus français que juif. En tout cas, on est citoyen français à part entière. Et puis, ce qu'on a vu, c'est que la Seconde Guerre mondiale va faire voler en éclats cet idéal, ce rêve d'avoir été considérés comme des citoyens français à part entière, et va très vite s'organiser le réseau de résistance juive à travers les mouvements de jeunesse, dont les EI, qui justement étaient organisés en réseau et qui avaient des centres d'enfants un peu partout dans la France. Et c'est ce qui va permettre à Robert Gamzon eh bien d'être, d'organiser la résistance. Donc c'est là qu'on commence cette semaine. Cette... Et puis, je voudrais préciser une chose, c'est que ce cours s'appelle l'apport du judaïsme français. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, c'est une espèce d'enquête. On va essayer de trouver qu'est-ce qu'ils ont amené justement de particulier, de singulier, d'original à la pensée juive et qui fait aussi on est nous tous aujourd'hui le résultat de cette aventure. D'accord? Donc, il y a une manière de penser, une manière de réfléchir, un esprit critique et un nouveau langage qui vont être finalement le résultat de tout ce qu'on va voir dans ce cours, ok? Qu'on va essayer petit à petit de mettre à jour, de découvrir ensemble. Et cette fois-ci, ce cours-là, on va essayer de comprendre comment ils ont élaboré cette méthode particulière et d'où est-ce qu'ils ont trouvé cette idée qui va donner quelque chose qui qui va passer par exemple par l'école de pensée juive de Paris, mais qui va passer aussi par l'école des prophètes, dont on va parler aujourd'hui. Et ce qu'on va voir, c'est que l'influence, elle vient d'assez loin et qu'en vérité, elle est très mystérieuse. Et le thème d'aujourd'hui, c'est justement les maîtres mystérieux qui viennent de loin. Et on va parler de deux personnages clés. Le premier, c'est le mystérieux monsieur Chouchani. Et le second, c'est Jacob Gordin, dont on a un petit peu parlé l'année dernière pour ceux qui étaient avec moi. Alors, pourquoi ces deux personnages-là sont la clé de toute l'histoire? Parce que ils vont croiser le chemin de tous les penseurs qu'on va voir par la suite et qui vont composer le judaïsme français moderne, comme André Neher, Manitou, Lévinas, etc. D'accord? Tous ces noms que vous avez entendus et que vous entendrez souvent. Mais leurs maîtres sont des personnages qui sont mystérieux, qui sont incroyables, qui sont des génies, qui sont des puits de science et qui viennent un petit peu comme des cheveux sur la soupe, qui arrivent comme ça en France, là où on ne les attend pas. Et autour d'eux, il y a des légendes, il y a des mystères, il y a des histoires qui se racontent. Et, euh, et ils vont avoir beaucoup d'élèves. Et chaque élève va transmettre, va alimenter la légende et le secret. Alors, c'est surtout vrai pour Monsieur Chouchani.
Alors, pour ceux d'entre vous qui connaissent ou qui ont déjà entendu parler de ce nom, Chouchani, il y a un film qui vient juste de voir le jour, là, qui a gagné le prix du festival de cinéma de Haïfa. Je crois que c'était en août ou en septembre. Et qui est fait par Michael Greenspan. Michael Greenspan, c'est un ami, il est cinéaste à Tel Aviv et il vient de faire un film sur Chouchani, ça s'appelle L'énigme Chouchani. Et bientôt, il y aura une projection à Tel Aviv. Donc, je vous encourage vivement à aller voir ce film, qui n'est pas un documentaire où on s'endort, mais qui au contraire est un film assez moderne et qui change le point de vue qu'on peut avoir justement sur cette époque. Donc ça, c'était pour la petite publicité. Qui est Chouchani? Alors, on va essayer de mettre des mots sur ce mystère, mais on ne pourra pas tout à fait le résorber. Parce que ça commence par une date qu'on ne connaît pas, celle de sa naissance, un endroit de naissance qu'on ne connaît pas non plus. On peut peut-être se demander, se dire, il y a des indices pour nous dire bah, peut-être qu'il vient de là, peut-être qu'il vient de là. On pense qu'il est né aux environs de 1895 et certainement qu'il vient de Biélorussie. Mais ce n'est pas sûr du tout parce que d'autres pensent qu'il est né à Tanger au Maroc. D'autres encore le voient comme originaire de Tzfat, ou encore de Pologne, ou encore de Lituanie, suivant l'accent que les gens ont pensé reconnaître dans sa voix. Mais il va y avoir un mystère et il va évidemment entretenir ce mystère jalousement parce que c'est ce on va voir petit à petit en fait dans ses écrits qui sont tout aussi mystérieux que le personnage et tout aussi hermétiques, c'est que le secret fait partie de son enseignement, fait partie de la transmission et que pour arriver à transmettre ce qu'il veut transmettre, de la manière dont il veut le transmettre, il faut qu'il y ait cette zone de mystère, cette zone d'inconnu, cette zone d'incertitude. Cette incertitude-là, elle fait autant partie du personnage que de son enseignement. Ce dont on est sûr, c'est qu'il est mort le 26 janvier 1868. Donc là, c'était sa Ascara, là, à Montevideo. Et bon, il y a aussi un petit doute sur l'endroit où il a été enterré, mais là, on est déjà beaucoup plus sûr. Et donc, c'est un grand, grand maître qui va enseigner en France, en tout cas, surtout pendant la Seconde Guerre mondiale. Il va enseigner, comme je vous ai dit, à Léon Ashkenazi, le Rav Manitou, à Emmanuel Lévinas, qui va devenir le grand philosophe international, et notamment à Elie Wiesel, vous savez, le fameux Elie Wiesel des livres du souvenir sur la Shoah, de la mémoire, etc., La nuit d'Elie Wiesel, eh bien, ça a été fortement encouragé par son maître, Chouchani. Alors donc un secret sur le lieu, la date et l'endroit de sa naissance, mais c'est pourtant quelqu'un qui va marquer son époque. Jusque dans les années 30, on ne sait pas grand-chose sur son enfance, sur ce qui a pu lui arriver quand il était petit et qui l'a transformé en ce personnage haut en couleur qu'il va devenir. Maintenant, au niveau de son nom et de son identité, eh bien là aussi, ça reste très flou. Chouchani, c'est le nom qu'il se donne, mais on va parfois le retrouver sous le nom de Mordechai Rosenbaum, Hillel Perelman, Jacques Bensoussan. Et là encore, c'est une énigme, une véritable énigme. D'autant plus qu'on est dans une période où il y a beaucoup de faux papiers, de fausses identités, puisque les Juifs doivent se cacher, etc. Donc, il en profite pour changer encore plus souvent d'identité. Et donc, on ne sait pas si cette manière de vivre, d'être, parce que non seulement il change de nom, mais il change d'endroit très souvent, c'est difficile de le suivre. Les historiens qui essayent de reconstituer l'histoire se rendent compte qu'il apparaît à des tas d'endroits du monde, des endroits très, très différents les uns des autres. On va essayer de le suivre un petit peu dans ses pérégrinations.
Et ce qui est sûr, pour tous ceux qui l'ont approché, qui l'ont connu, qui l'ont rencontré, c'est que c'est un génie et qu'il est autant, heu, incroyable d'intelligence qu'il est, un peu fou, apparemment. C'est un génie en Talmud, en philosophie, en sciences, en mathématiques, en physique, et tous ceux qui le rencontrent sont fascinés. Il a une manière à lui de saisir l'auditoire, de bousculer son élève, de mettre à terre toutes les certitudes, qui fait qu'on ne peut pas oublier une rencontre avec Chouchani. Alors tout ce qu'on a de lui, c'est 6 photos d'identité qu'il a été obligé de prendre apparemment. Mais tellement il fait attention à ce qu'on ne dévoile pas son secret que par exemple il refuse, quand il est dans les synagogues, de monter à la Torah. Certainement pour ne pas être appelé par son véritable nom. Au niveau de son apparence, parfois il est comme un clochard. Il est sale, il est miséreux, il est mal présenté. Et d'autres fois, il est incroyablement apprêté, avec costard, coiffé, propre sur lui, etc. Euh, et il ne va pas laisser, il va pas publier de livres, il n'y a pas une œuvre, on ne peut pas étudier Chouchani. Tout ce qui reste de Chouchani, eh bien, ce sont ses légendes, les gens qui l'ont connu, l'enseignement qui s'est transmis, et puis des manuscrits sous forme de carnets qui jusqu'à 2021 était dans les mains du professeur Shalom Rosenberg à Jérusalem, qui a été son dernier élève et son dernier ami, et qui a gardé précieusement ses manuscrits jusqu'à sa mort. Il est mort l'année dernière et il a fait don de ses carnets à l'Université hébraïque de Jérusalem. Maintenant, ces carnets sont accessibles à tout le monde. Je crois même qu'on peut les trouver en ligne, mais ils sont assez singuliers. C'est une écriture dense, petite, nerveuse, dans plein de langues différentes, un mélange de langues. Et il y a aussi dedans des équations mathématiques, il y a du grec, il y a du latin, il y a du polonais, du yiddish, du portugais. Enfin, il était polyglotte, c'était un génie. Et apparemment, sa pensée partait dans tous les sens. Et donc, dans ses carnets, on peut retrouver eh bien, cette, ce témoignage en fait de le foisonnement de sa pensée. Euh, il y a en ce moment des, des chercheurs qui s'attellent à justement essayer de décoder ces fameux carnets, dont une doctorante à Bar-Ilan qui s'appelle Odaya Barchefi et qui prépare un doctorat sur Chouchani. Donc son enfance, on ne sait rien de vrai sur son enfance, à part certaines histoires qu'il a lui-même racontées. Donc par exemple, il raconte que tout petit, son père l'emmenait, le montrer comme phénomène de foire, parce qu'il avait une mémoire vertigineuse. Il est ce qu'on appelle un ilouï. Ilouï, c'est quelqu'un qui a une mémoire incroyable, comme un gaon, qui a une mémoire à la fois photographique et absolue. Il lui suffit de regarder la page d'un livre pour pouvoir la réciter par cœur. Et c'est ainsi qu'il sait par cœur toute la Torah, le Talmud en entier, tout le chasse, etc. Et Elie Wiesel pense que c'est comme ça qu'il va faire fortune. Alors là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas très clair. Est-ce que c'est quelqu'un de très très riche ou est-ce que c'est quelqu'un de très très pauvre? On ne sait pas. Voilà, Aaron, il nous a mis une photo dans le chat de ses carnets. Voilà, vous pouvez voir son écriture. Euh, Faut pas trop lire, mais on voit que non, on c'est peut très pas lire. dense. Ouais, ouais, c'est très dense. Et puis tu vois, il y a plein de... Je sais qu'il y a de l'araméen, il y a du syriaque, enfin bon, il y a plein, plein de choses. On regardera les documents tout à l'heure. Euh, Attends, j'en suis. Ouais, son enfance. Donc après, voilà. Après, les historiens ont essayé de suivre certains noms euh, sur lesquels certaines personnes s'accordent. Donc, dans ces noms, il y a le nom de Hillel Perelman qui revient souvent. S'il est
véritablement Hillel Perelman. Alors, de 1910 à 1914, on le retrouve comme élève du Rav Avraham Kook à la yeshiva de Yafo, sous mandat britannique, en Palestine. Et puis, pendant la Première Guerre mondiale, on le retrouve aux États-Unis comme élève du Rav Meir Bar-Ilan à Cincinnati. Et puis, peut-être qu'il aurait perdu une grande partie de sa fortune dans le krach boursier de 1929, donc aux États-Unis. Après, dans la Chassidoute, il y a des témoignages de sa rencontre, de ses rencontres avec le Rav Menachem Mendel Sherston du mouvement Lubavitch à Paris et du Rav Schneor Zalman Schneerson également à Paris. En 1930, on le retrouve à Strasbourg. Il y a beaucoup de témoignages de gens de Strasbourg qui ont croisé Chouchani. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, on est sûr qu'il est en France. On va le trouver parfois à Paris, à Annemasse, ou encore à je sais plus comment ça se prononce, cette ville, Davlonora. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est pareil. Euh, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais il raconte qu'une fois, il a été arrêté par les Allemands et il a été jeté en prison. Et comme il n'avait pas de papier, ils ne pouvaient pas savoir s'il était juif ou non, mais ils ont trouvé qu'il était circoncis. Il a dit qu'il était musulman et que c'était la raison pour laquelle il était circoncis. Donc, les Allemands lui ont envoyé un imam dans sa cellule pour vérifier qu'il était bien musulman et il aurait récité à l'imam le Coran par cœur et il aurait été libéré. Avec le témoignage de l'imam qui dit qu'il n'avait jamais rencontré d'aussi bon croyant musulman que celui-là. Et pareil, une autre fois, il raconte qu'il a été arrêté par des officiers de la Gestapo et, euh, et il dit à l'officier allemand, il lui dit laisse-moi partir, je suis prof de maths. Et l'officier allemand lui dit écoute, pas de chance pour toi de me raconter un mensonge pareil, puisque dans ma vie, avant d'être officier, j'étais justement prof de maths. Alors, la légende raconte que Chouchani dit à l'allemand, eh bien, je te propose de poser une équation. Et si tu la résous, je pars. Et si tu ne la résous pas, enfin non, l'inverse plutôt, si tu n'arrives pas à la résoudre, je pars. Si tu peux la résoudre, tu peux m'emmener avec toi en cellule. Et donc Chouchani aurait posé une équation insoluble à l'officier allemand qui aurait dû s'incliner devant lui. Enfin, voilà donc pour la légende. On va le trouver après en Suisse. En 45, c'est là que véritablement il va enseigner donc à Elie Wiesel et Emmanuel Lévinas, qui sont des rescapés de la Shoah, qui sont rescapés des camps. Elie Wiesel de Buchenwald et Lévinas d'un camp de travail de prisonniers juifs. Et pour survivre, il donne des cours particuliers de mathématiques, de physique et de chimie, parce que, dit-il, les cours de Torah, eux, ne doivent pas être monnayés. En revanche, souvent, il va proposer d'enseigner en échange du gîte et du couvert. Et pourtant, plusieurs de ses élèves diront que parfois, ils avaient entrevu de l'or et de l'argent dépassés de sa valise. Donc, on ne sait pas vraiment. On va le trouver ensuite. Il va faire des faux papiers cette fois pour une bonne raison, puisque en 52, il va quitter la France pour Israël. Et on va le retrouver enseigné dans des kibbutz religieux du mouvement Mizrahi, comme Berot Yitzhak, Saad et Sde Eliyahu, dans le nord d'Israël vers Ena Nativ. Et puis, il va finir sa vie en Uruguay, où il ira sur l'invitation d'un ancien élève et où il passera 13 ans. C'est là-bas qu'il deviendra ami justement avec Shalom Rosenberg, à qui il confiera ses fameux carnets. Il meurt là-bas d'une crise cardiaque le 26 janvier 1968 lors d'un séminaire du Bnei Akiva où il enseigne
le Talmud aux jeunes qui sont réunis là. Et ses élèves s'accordent pour dire qu'il a trouvé la mort juste après l'entrée de Shabbat. C'est Elie Wiesel qui va prendre en charge les funérailles et qui s'occupera d'écrire sur la tombe l'épitaphe en hébreu. Ici repose le Rav et le sage Mordechai Chouchani. Sa naissance et sa vie sont nouées et scellées dans une énigme. Et ensuite, le début du psaume 139 en arc de cercle sur sa tombe. Maintenant, ce qu'il faut savoir de Chouchani, c'est que après sa mort, on va retrouver trois noms différents dans le registre des décès. Mordechai ben Soussan, Chouchani, Oona et même écrit en hébreu Mordechai ben Sasson. Donc là, le secret continue même après sa mort puisque ses élèves en fait vont entretenir ce secret qu'il voulait garder. Et il transmet à ses élèves ce besoin de secret, cette exigence de secret. C'est un grand voyageur donc. On le trouve en Asie, en Europe, en Allemagne, en Suisse, en Afrique du Sud, aux USA, en Israël et en Uruguay. Et il y a même son ami Émile Seban, directeur des écoles de l'Alliance, à Casablanca, qui va lui faire un faux extrait de naissance. Et tout cela s'ajoute au fait qu'il est polyglotte. Il parle plus de 10 langues couramment et sans accent. Alors, toutes ces hypothèses-là tournent autour de sa personnalité. Il va être un maître exigeant, mais également brutal. Sa personnalité dérange, détonne dans le paysage et on dit qu'il manque de patience, qu'il est exaspéré par l'ignorance de ses élèves. Des fois même, il est kleptomane parce qu'il pique les livres des gens chez qui il dort. Elie Wiesel dira que il était son maître, il était son élève, Elie Wiesel était son élève, mais que jamais la relation n'a été amicale. Et que pourtant, il doit toute son œuvre et tout son savoir à ce maître étonnant. Et alors, la légende touche à la mystique, puisque Elie Wiesel va des fois dire peut-être que c'était le juif errant, peut-être que c'était Eliyahu Hanavi lui-même qui avait débarqué sous la forme de ce clochard pour venir m'enseigner des morceaux du Gan Eden. D'autres le comparent à Socrate par sa manière d'enseigner où il détruit les certitudes des élèves et il reconstruit finalement le savoir en décontenançant, en déstabilisant, en ébranlant toutes les croyances et en exigeant une rigueur dans l'étude. Alors, il n'apporte pas un enseignement qui est révolutionnaire. C'est sa méthode finalement qui est plus importante que le contenu réel de son enseignement. Puisqu'il apprend quoi? Il apprend à lire la Bible et la Torah, le Talmud, de manière plus pointue, de questionner chaque mot, de remettre en question chaque affirmation, de redécouvrir par exemple les prophètes qu'on croyait connaître en allant chercher tous les midrashim, toutes les agadotes qui s'y rapportent, etc., etc. Et en questionnant les midrashim, par exemple, qui semblent dire une chose et son contraire, etc. Et en cherchant finalement des réponses qui, à la fin, lorsqu'on les trouve, sont très simples et tombent sous le sens. Euh, Son enseignement peut durer des heures. Ceux qui le connaissent l'ont entendu. Disait que quand il commençait, on était comme fasciné, le temps s'arrêtait et les heures passaient, la nuit tombait et on continuait à écouter Chouchani parce qu'en plus d'une mémoire incroyable, il avait une intelligence syncrétique. C'est-à-dire qu'il pouvait très facilement faire le lien qui pouvait exister entre la physique quantique, la philosophie transcendantale et une page de Gemara. Et c'est ça qui va véritablement amener et transmettre aux jeunes juifs français après la Shoah. C'est ce regard finalement universel
qui jaillit à la source du judaïsme. Et puis évidemment la liberté totale dans l'étude. Je peux poser une question. Ouais, vas-y. Ça veut dire quoi le pôle? J'entends pas par contre. Michael, on n'entend pas. Je crois que c'est ta connexion qui est pas bonne, t'as sauté. Écrit peut-être. Ça marche pas. Donc après, au niveau de son influence dans les livres, on trouve sous la plume d'Elie Wiesel raconté dans ses mémoires, dans Le Chant des Morts, dans Paroles d'étrangers, des passages où il parle de Chouchani, où il décrit Chouchani, où il raconte tout ce qu'il lui doit, etc. Euh, des livres sur Chouchani, pour l'instant, il y en a deux. Vous trouvez le livre de Shlomo Malka, le journaliste, qui a écrit sur Chouchani, et très récemment, le livre de Sandrine Schwartz, Fascinant Chouchani, et puis le film dont je vous ai parlé, le film de Michael Greenspan, et quelques petits documentaires aussi existent. Pour l'instant, pas grand-chose. Lévinas, il a été présenté à Lévinas par son ami médecin Henri Nerson, et il l'admire, et c'est lui qui va lui apprendre finalement sa méthode pour lire le Talmud. D'accord? Lévinas, on le verra plus tard, il est connu pour ses lectures talmudiques, et Lévinas écrit, remercie, rend hommage à Chouchani en disant euh, tout, tout, tout ce chidouche, cette manière philosophique de lire le Talmud, je le dois clairement à Chouchani. Et puis enfin, le Rav Zilberstrom, qui fait partie du mouvement Lubavitch, qui était d'abord chaliar en France et puis en Israël, également doit beaucoup à Chouchani. Michael, t'es revenu? Tu veux nous poser ta question? Oui, je l'ai écrite. Ah, j'ai On pas m'entend vu. bien. Qu'est-ce qu'on entend dans la liberté totale dans l'étude? C'est qu'il n'y a pas de tabou jusque dans les questions. C'est-à-dire que Chouchani n'aura pas de problème de conscience à mettre Dieu, par exemple, sur la sellette. Mais seulement si le texte le dit. C'est-à-dire qu'en même temps, il a une rigueur dans l'étude et pourtant une liberté totale. Ça veut dire qu'il va triturer le mot, chaque mot, pour lui faire rendre le sens, pour faire sortir le sens. Euh, Rien ne l'arrêtera. Il pourra faire des parallèles entre des choses complètement éloignées les unes des autres. Il va pas avoir de problème à faire des parallèles entre l'islam, le christianisme, le judaïsme, etc. C'est-à-dire, c'est vraiment un génie qui maîtrise tous les savoirs, et pourtant, il reste quand même très, très, très rigoureux dans son étude. Donc, c'est ce mélange-là, en fait. Et en fait, c'est un mélange qui est très difficile à tenir parce que aujourd'hui, on le voit quand quelqu'un te dit ah bah oui, moi j'ai une liberté totale quand j'étudie, ça veut dire que je peux faire dire n'importe quoi au texte et c'est ça ma liberté. Mais c'est très difficile de rester dans la tradition, dans l'enseignement des sages, et pourtant d'atteindre un niveau de hauteur de l'étude qui te fait atteindre à la liberté totale, en restant pourtant dans ce qu'on appelle la pensée juive. Voilà. Excusez-moi, j'ai pas Et trop après, compris ce qui est embêtant. Vous avez expliqué. Qu'est-ce qui est difficile dans ce... Qu'est-ce qui est difficile? Qu'est-ce que vous avez expliqué à l'instant là? J'ai pas trop compris. Je crois que ça vient de l'horizon avec lequel tu étudies. Euh, Chouchani, il est passé par ce qu'on appelle un cursus traditionnel. Ça veut dire que il maîtrise totalement la Torah, le Talmud, les commentateurs. Donc après, il peut se permettre de prendre les grands philosophes, de prendre des théories qu'on appelle profanes, de comparer avec Freud, avec Marx, avec ce que tu veux, d'accord? Parce qu'il peut le faire, il a la dextérité, l'intelligence de pouvoir le faire, d'accord? Mais quelqu'un
qui dit, moi, je suis complètement libre et je vais lire, par exemple, ce passage de la Torah comme une explication marxiste ou communiste, mais toi, tu n'as pas le réca, comme on appelle le background je sais pas, du Talmud, par exemple, et tu viens en voulant habiller ta lecture biblique de tes théories marxistes, ça, c'est pas de la liberté, tu vois? C'est fausser le texte et lui faire dire ce que toi, tu veux qu'il dise. En fait, comme lui, il connaît tout sur le sujet, il C'est peut se ça, il peut se permettre de permettre. faire d'ajouter des trucs à lui. Mhm. Comme les commentateurs, quoi, un peu. Comme Rachi. Ouais, Rachi, des fois, des fois, c'est choquant, Rachi. Des fois, il pose des questions qu'on ne se permettrait pas de poser, tu vois? Mais il peut le faire, c'est Rachi. Je crois que c'est ça, sa liberté. merci. Et tout celui qui le rencontre se rend compte, au début est choqué en se disant, mais qu'est-ce que c'est que ce malade? Mais qu'est-ce qu'il raconte? C'est de l'hérésie, c'est sacrilège, c'est aberrant. Et en fait, quand tu l'écoutes un petit peu plus de 10 minutes, tu te rends très vite compte qu'en fait, il peut tout à fait poser ce genre de questions parce il maîtrise tout, quoi. Top. Alors, venez, on va regarder le texte que je vous ai mis. C'est 19h30, Mahon? Ouais. Ok, alors. Ok, qui veut lire? Est-ce que vous voyez d'abord correctement? Normalement, c'est bon, cette fois, ça marche. Qui veut lire? C'est pas très long. On lira pas tout, hein, on lira un petit peu le début pour voir. Alors, qui se dévoue? Personne, 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 personne. Quel jour on est? Lundi, 18h49. On n'est pas encore complètement crevé le lundi soir. C'est pas jeudi là, ça va. C'est plus dimanche non plus. Normalement, ça devrait encore aller. Voilà, personne va se dévouer. Sur 26 participants. Ok. Ah. Alors, qui c'est qui m'a dit OK? Moi, vous voulez que je lise? Ah, c'est qui m'a dit moi je veux? Florence, la source mystérieuse, c'est ça? Ouais, vas-y. Ok. La source mystérieuse du nom Chouchani. Monsieur Chouchani, 1895, ah oui, excusez-moi, je suis belge, 1895, 1968, était un homme mystérieux au nom mystérieux. Quelle est l'origine de son nom? Quelle est sa signification? Quel est son secret? Est-ce que le nom Chouchani est lié à la ville persane de Suse? Shushan en hébreu. Lorsque Chouchani a pris le bateau de Marseille à Haïfa en 1952, il a utilisé un faux acte de naissance marocain au nom de Mordechai ben Soussan, Mordechai ben Shushan, Mardoché de la ville de Suse, tout comme le héros de l'histoire de Purim. Le nom Chouchani veut-il alors dire celui qui vient de la ville de Suse, celui qui vient de Shushan, sous le nom de Mardoché ben Soussan ou Mordechai ben Shushan? Il se présentait parfois comme un rabbin maghrébin. Ou peut-être que le nom Chouchani dérive du mot hébreu Shoshana, la rose, ou Shushan, le lys. Parfois, lorsqu'il était d'humeur ashkénaze, Chouchani se présentait comme le professeur Rosen ou le professeur Rosenbaum, c'est-à-dire de la rose ou du rosier. Le nom Chouchani fait-il référence à la rose? Veut-il dire l'homme de la rose?
grâce au nouveau livre du docteur Sandrine Schwartz, Attends, fascinant. ouais. Attends, viens, on va Oui. passer. Ah, ok. Attends. Euh, Je pense que ça suffit. Je pense Ça que ça suffit. suffit. Ce qui est important ici, c'est tout ce qui tourne autour de la rose. Est-ce que, est-ce que quelqu'un ici sait pourquoi il y a un rapport entre le secret et la rose? Shoshana et Diana. Là? Shoshana et Diana. Alors, c'est quoi la Shoshana et Liona? Non, mais c'est ce qu'on dit dans On on les n'entend télim. pas ce que tu dis. Ah, désolé. On dit qu'on fait les télim normalement. On dit quand on fait les Teilim normalement. Nahon. Et il y a un autre livre de la tradition juive où on parle de la rose. Et il y a un livre de Adin Steilzatz qui s'appelle La rose aux 13 pétales. Est-ce que quelqu'un sait, c'est une introduction à quoi? Qu'est-ce qui est le secret? Qu'est-ce qui fait référence au secret et qui est tellement important dans la transmission? La Kabbale? La Kabbalah, exactement. Donc la rose dans le Zohar, c'est le symbole de la Kabbalah, des séphirotes, de la structure de Dieu en fait, et de son rapport au monde. Et c'est ça la rose aux 13 pétales, c'est ce secret-là. Et effectivement, il y a un rapport aussi avec Shir Hashirim, et avec les Teilim, il y a quelque chose qui ne se dit pas, qui ne s'étudie pas et qu'on ne peut pas révéler, qui est caché euh, et qui a pour nom la rose. Et qui c'est qui est appelé la rose aussi? Qui c'est qui est appelé la rose? Shoshanat Mahamakim. Shoshanat Mahamakim. C'est qui? Dans le Shirachirim. Le peuple juif. Le peuple juif, c'est la fiancée. Alors il y a un secret qui est peut-être le secret de l'éternité d'Israël, qui est en tout cas le secret en tout cas du rapport qui peut exister entre Dieu et le peuple élu, et le peuple d'Israël. Et ça ne se révèle pas, ça ne se dit pas. Et c'est ce qu'il y a dans l'enseignement oral de Shoushani, quelque chose qui va se transmettre sans laisser de traces. D'accord? Ok. Je crois qu'on va laisser reposer un petit peu Chouchani dans son mystère. Ok. Je vous encourage à aller farfouiller un petit peu, voir ce que vous trouvez. Écoutez, allez voir le site internet. Il y a un site internet qui s'appelle chouchani.com où justement c'est le cinéaste Michael Greenspan qui a créé ce site et au fur et à mesure de ses recherches pour faire son film, il a mis des choses dans le site. Donc vous trouverez là-bas des enregistrements, des trucs, des témoignages, etc. Vous pouvez voir aussi à quoi ressemblait Shoushani puisqu'on a quelques photos. Et on va parler maintenant du deuxième maître incontournable de cette époque. D'accord? Et on va voir quel lien il peut y avoir entre les deux. Et pourquoi finalement ces deux-là, ils sont emblématiques d'une époque. D'accord? Et c'est marrant comme ils se retrouvent tous à Paris. Ils se retrouvent tous à Paris pendant la guerre. Donc quoi, les choses sont bien faites. Alors, le deuxième maître dont je veux parler ce soir, c'est Jacob Gordin. Je vous écris son nom dans le chat. Jacob
Gordin. Ok. Jacob Gordin. Jacob Gordin, c'est notamment le maître de Manitou, du Rav Léon Ashkenazi. Les élèves de Manitou racontent que dans son bureau, il y avait la photographie de Jacob Gordin à côté du tableau de Baba Saleh et du tableau de Rabbi Yaakov Abu Hatzera, il y avait Jacob Gordin. C'était à ce niveau-là que Manitou le considérait comme son maître. D'accord? Donc vraiment un grand sadique. Mais ça ne sera pas seulement le maître de Manitou, puisque lui aussi eh bien, va croiser Lévinas, André Neher, Elie Wiesel, non, mais André Chouraki, par exemple. André Chouraki, on en parlera aussi vite fait. André Chouraki, il a traduit la Bible en français. C'est une traduction très spéciale, ça s'appelle la traduction Chouraki. Et c'est un peu une traduction au mot à mot. C'est une traduction qui redonne à l'hébreu sa force. Et c'est une entreprise qui lui a pris beaucoup de temps. André Chouraki, c'est notamment un poète, un écrivain, mais aussi quelqu'un qui va jouer un rôle politique très important pour le judaïsme français, puisque il va être directeur de l'Alliance universelle, l'Alliance universelle, l'AIU, ouais. Et il va faire des tournées, etc. Donc, il va aussi jouer un rôle très important pour le rapprochement, pour le dialogue interreligieux, etc., etc. Une autre fois, on parlera de André Chouraki, si on a le temps. Maintenant, Jacob Gordin. Alors, Jacob Gordin, c'est 22 octobre 1896. Il vient de Lettonie et il va s'éteindre en août 1947 au Portugal, à Lisbonne. Et lui, comme Chouchani, eh bien, ce qui fait sa marque, c'est l'enseignement oral. C'est aussi un gaon, c'est aussi quelqu'un qui a une mémoire phénoménale, qui a une science incroyable. C'est ce qu'on peut appeler, en fait, Jacob Gordin comme Chouchani, c'est un peu ce qu'on peut appeler c'est l'idéal humaniste. C'est cet homme qui maîtrise parfaitement toutes les sciences humaines. Euh, c'est vraiment cet idéal des Lumières. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que Jacob Gordin alors lui, Jacob Gordin va poser aussi les jalons de cette pensée, de ce renouveau de la pensée juive après-guerre. Ok, notamment par l'introduction de quelque chose qu'il appelle l'historiosophie. Mais ça, on en parlera après, d'accord, quand on va parler de sa pensée. Très vite, au niveau de sa vie. Il est né à Dvinsk, dans une famille bourgeoise aisée. Ils arrivent à Saint-Pétersbourg en 1899. Il étudie le Talmud dans sa famille et l'hébreu à très haut niveau et en même temps, il entre à l'université. Mais très vite, en 1911, il est chassé de l'université parce qu'on appelle le numerus clausus. C'est un quota en fait de juifs qu'il peut y avoir dans une université à ce moment-là en Russie. Et c'est comme ça qu'il va se retrouver à la maison avec un percepteur, c'est donc un professeur privé qui lui enseignera notamment l'arabe, l'araméen et le syriaque. Après, en 1914, il va pouvoir retourner à l'université et cette fois, il va étudier la philosophie et il va être ce qu'on appelle un néo-kantien puisque il va aimer beaucoup la philosophie d'Hermann Cohen. Et d'ailleurs, sa thèse portera sur l'influence de Hermann Cohen sur le philosophe Hegel et sur l'histoire. Mais c'est une autre histoire. En 1917, il est attiré par les mouvements anarchistes, mais il déchante très vite quand il voit les bolcheviks qui remportent la victoire et qui commencent à semer la terreur. Ils vont passer avec sa famille de Crimée en Ukraine. Et en Ukraine, il va rencontrer les Chassidiques, les Chassidim plutôt, qui lui enseigneront la Kabbalah.
Et après, bon, bah, il continue à fuir en fait au fur et à mesure. Il passe à Pétrograd, ensuite en Union soviétique. Et puis c'est comme ça qu'il va atterrir finalement en 1923 à Berlin, où il va rencontrer celle qui deviendra sa femme, Rachel Zeiber. Et ils auront une fille unique, Noémie. Alors, juste petite parenthèse, Rachel, elle est aussi très spéciale puisque ils vont arriver à Paris ensuite et elle, c'est la première qui va ouvrir un GAN, le GAN Montessori. Vous connaissez aujourd'hui, c'est très à la mode, les écoles Montessori, les GAN Montessori, etc. L'éducation qui respecte l'enfant en tant qu'être unique et original et qui lui donne un rapport à la matière, un rapport au développement qui soit plus important, et bien Rachel, elle avait déjà travaillé sur ces principes-là et elle ouvre le premier GAN Montessori à Paris. Elle est influencée aussi d'ailleurs par l'éducateur Janusz Korczak. Mais pour revenir à son mari, Jacob Gordin, il fait partie, donc à Berlin, de l'académie qui a été créée justement comme résultat des Lumières juives. Les Lumières juives, ça s'appelle la Haskalah. Je vous l'écris ici, Haskalah. Ok? Donc, vous savez, les Lumières, la Renaissance, d'accord? C'est l'être humain au centre, la À ce cas-là, puissance. pas en rapport avec Moïse Mendelssohn. Oui, oui, bravo. Tu te rappelles l'année dernière? Ou même Non, oui, oui, je encore me plus rappelle. vieux, d'il y a 2 ans. Non, je sais pas, je me rappelle du lycée. Tu sais ça? Bravo. Ouais, c'est Mendelssohn. Nachon, nachon. Mm. C'est Mendelssohn. Attends, alors je mets dans l'ordre. Il y a les Lumières générales, d'accord? La Renaissance, Kant, l'être humain au centre, le pouvoir de l'esprit humain, etc. Et chez les Juifs, ça va venir en décalage. Donc, un petit peu plus tard, il va y avoir aussi le mouvement de la Haskalah. C'est les Lumières juives. C'est quand les Juifs commencent à sortir des ghettos, à entrer justement dans les universités, à commencer à apprendre l'allemand. Et ils commencent à avoir une place dans la société allemande. Ils veulent être considérés comme des citoyens allemands. Il y a notamment à ce moment-là Moïse Mendelssohn, qui est considéré, reconnu par Kant, par exemple, et qui pense que c'est le Kant juif allemand, qui écrit notamment Jérusalem, mais qui va être à l'origine de ce qu'on va appeler ensuite eh bien, le mouvement réformé. Lui-même, c'est un juif pieux, c'est un juif religieux, mais ses enfants ensuite vont tous s'assimiler, etc., etc. Et ça va donner le mouvement réformé, des juifs réformés. Mais pour revenir à Jacob Gordin, euh, résultat de la Haskalah en Allemagne, au niveau du judaïsme, va se créer l'académie qui s'appelle Die Wissenschaft des Judentum. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous l'écris ici en allemand. Die Wissenschaft des Judentum. C'est en français la science du judaïsme. Puisque l'idéal, c'est de devenir citoyen allemand, il faut avoir les outils pour transformer le judaïsme en une science qu'on pourra apprendre à l'université et pour pouvoir avoir un statut et discuter avec les Allemands d'égal à égal. Donc, ils prennent tout ce qui constitue le judaïsme et ils en font des sciences. Donc, ils vont faire l'histoire, la linguistique, la littérature, etc. Sauf qu'en faisant ça, ils considèrent un petit peu le judaïsme comme quelque chose qui est un objet d'étude. Et alors, ça coupe avec la vitalité d'un mode de vie. C'est plus quelque chose qu'on vit, c'est quelque chose qu'on étudie. Mais ça, c'est aussi une autre histoire. Jacob Gordin, lui, donc, rentre dans cette académie qui a été créée. C'est là-bas qu'il écrit sa thèse sur Hermann Cohen et Hegel. Et il commence aussi à participer à l'écriture de l'encyclopédie Judaïka, dirigée par Nahum Goldman. Et puis, eh ben, il va être jeté de tout ça. Enfin, l'encyclopédie va s'arrêter en 1934, va être arrêtée par les nazis. 1933, c'est la cession de Hitler au pouvoir. Et voilà que Jacob Gordin, avec sa femme et sa fille, eh bien, part à Paris pour essayer de se mettre en sécurité.
il arrive à Paris avec des lettres de recommandation du directeur de l'Académie des sciences du judaïsme, Julius Guttmann. Mais là, oh, incroyable, aucun poste ne s'ouvre à lui, aucune université ne veut le recevoir, et de même en Israël, à l'université hébraïque de Jérusalem qui existe déjà, qui a été fondée par Leb Magnes, qui a invité par exemple son ami Martin Buber à venir enseigner, eh bien il n'a pas de poste pour Jacob Gordin. Et c'est comme ça que Jacob Gordin va ça et là donner des cours. Par exemple, il va donner un cours de pensée juive médiévale au séminaire rabbinique de Paris. Et puis finalement, le seul travail qu'il va trouver, c'est bibliothécaire de l'Alliance, donc de 1934 à 1940. Et la Seconde Guerre mondiale, eh bien, commence. Et avec sa femme et sa fille, ils vont se cacher en Dordogne, dans le maquis. Et là, c'est là qu'on va retrouver ce qu'on a raconté la semaine dernière. On a les maquis, on a Robert Gamson qui a organisé les EI et la résistance avec les EI, Nahon. Et eh bien, Jacob Gordin va se retrouver à Moissac, au camp des EI, qui est secrètement un camp de résistance juive, et va donner cours là-bas. Et en fait, ils vont se fixer ensuite, ils vont devoir déménager parce que c'est trop dangereux de rester à Moissac et ils vont arriver à Chaumerget et plus précisément dans une ville qui s'appelle le Chambon-sur-Lignon. Le Chambon-sur-Lignon, c'est un petit village de Juste qui cache beaucoup de juifs et ils vont là-bas créer ce qu'ils appellent l'école des prophètes. Il va y avoir Jacob Gordin, il va y avoir Georges Vajda et ils vont enseigner eh bien, la Kabbalah, la philosophie juive et l'histoire juive pendant la guerre à notamment Robert Gamson qui va se trouver là-bas, Georges Lévite, André Chouraki dont on a parlé tout à l'heure, la future femme d'André Neher, Rina Neher, qui s'appelle Rina Bernheim, se trouve là-bas aussi. Et pendant ces années de guerre, eh bien, ce petit groupe de juifs atteignent les secrets de la Kabbalah dans ce petit groupe d'études qui se constitue à ce moment si difficile de l'histoire. Et ensuite, il va y avoir la libération en 1944. Et là, Robert Gamson, dont on a parlé la semaine dernière, va fonder une école de cadres. Vous vous rappelez, on en a parlé, c'est l'école d'Orsay. Qu'est-ce que c'est que les cadres? C'est les personnes qui vont pouvoir diriger la communauté juive, d'accord? Les cadres, c'est les professeurs, les rabbins, les enseignants, les avocats, les médecins, enfin, les moniteurs, tous les cadres, ok? Et vous vous rappelez, on a raconté qu'il recueille en fait tous ces enfants qui ont perdu leur famille pendant la Shoah. Et, et, et notamment, par exemple, Elie Wiesel, qui est orphelin de Buchenwald, se retrouve là-bas à Orsay. Qui enseigne à Orsay? Jacob Gordin, et Lévinas, et Manitou, et Neher, ils vont tous passer par Orsay. Mais lui, Jacob Gordin, il est professeur attitré à Orsay. Hélas, il ne va pas pouvoir enseigner très longtemps parce qu'il va tomber malade d'une maladie vasculaire. Et c'est pour cette raison qu'il ira au Portugal pour se faire opérer. Mais l'opération va rater et c'est comme ça qu'il va mourir à Lisbonne en 1947. Ok? Qu'est-ce qu'il a eu le temps de transmettre de si spécial? Alors, vu que son enseignement est complètement oral, on a des transcriptions de cours par ses élèves qui ont été retrouvés, rédigés, mis au propre et publiés sous forme de livres par Marcel Goldman. Et c'est ce livre-là qui s'appelle Les écrits de Jacob Gordin. D'accord? En fait, c'est des cours qui ont été tapés. Ok? Je conseille ce livre. Des cours de quoi? Des cours de quoi? Des cours de plein de choses. Des cours de Torah,
des cours bibliques, ok, analyse biblique. Il va y avoir aussi du Talmud, il va y avoir de la philosophie juive, de l'histoire juive. C'est assez mélangé, tu vois. Il y a un peu de tout, ok? Il y a plusieurs thèmes dans le livre. Il y a plusieurs thèmes dans le livre. C'est comme ça qu'on voit qu'il introduit. Bon, d'abord, il fait des choses très traditionnelles, d'accord? Il leur parle de Rambam, de Rabbi Yehuda Halevi, il leur parle de Spinoza, ce qui est assez osé, tu vois, dans dans une école juive. Ensuite, il fait des commentaires kabbalistiques des fêtes, par exemple. Donc, il parle de Purim. Qu'est-ce qu'il fait? Il parle de Kant, il parle de Hermann Cohen. Il introduit en fait la philosophie allemande moderne juive en France en fait. C'est ça qui fait Jacob Gordin aussi. Il contribue au mouvement des idées, tu vois. C'est comme ça que va se retrouver en France la philosophie juive allemande qui a commencé à se développer en Allemagne, etc. Tu vois, les idées, elles voyagent par les gens et par la transmission. Mais qu'est-ce qu'il fait surtout dans ses enseignements? Il fait ce qu'on va retrouver chez les élèves après, ce qu'on essaye de définir aujourd'hui, cette nouvelle manière de lire la Bible, c'est petit 1, affirmer la conscience juive. Ça veut dire traiter de tous les problèmes modernes en disant il y a un point de vue typiquement juif et le judaïsme a quelque chose à dire au monde et à transmettre au monde. Il y a une pensée juive, d'accord? Et donc, c'est parler à l'universel, mais en partant du particulier. OK? Alors avant, c'était l'inverse. C'était étudions la pensée grecque et voyons comment ça peut s'intégrer dans la pensée juive. Tu vois, c'était partir de l'universel pour revenir au particulier. Alors que là, c'est l'inverse. C'est revenons à ce qui fait le judaïsme originel, revenons au texte biblique, revenons aux prophètes, à la prophétie, à la parole de Dieu, et voyons ensuite comment on peut se relier au reste du monde, parler aux nations, trouver un langage commun. Deuxième chose, et, et c'est ça qui est aussi très intéressant, c'est un apport de Jacob Gordin, c'est ce qu'il appelle l'historiosophie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'historiosophie? C'est trouver dans la lecture de la Torah des structures pour décoder l'histoire, pour décoder le monde, mais aussi l'histoire, et pas seulement l'histoire juive en fait, l'histoire humaine. C'est comme le livre Le Code de la Bible, je crois, non? Avec des matrices. Ouais, Euh, de loin, de loin, de loin, de loin. C'est vrai que ça ressemble, t'as raison. C'est pas tout à fait ça. Je vais donner un exemple. Et puis aussi, ce qu'il fait aussi, c'est que il intègre les, la Kabbalah dans son enseignement, d'accord? Donc, par exemple, quand il raconte l'histoire Abraham, Yitzhak et Yaakov, ok? Et ensuite, Yosef et Moïse et la descente en Égypte, mettons. Il voit se dessiner des grandes structures euh, de, de phases de l'histoire qui se passent au niveau individuel dans l'histoire d'Abraham, d'Yitzhak et de Yaakov, mais qui ensuite vont se passer à nouveau au niveau collectif du peuple juif dans l'histoire. Ça veut dire ce que Abraham y vit dans sa vie individuelle, ensuite le peuple va le vivre à l'échelle collective. Ça, c'est une manière de lire l'historiosophie. Ou alors, Ça, c'est ce qu'on dit dans le Talmud, Siman Avot, Siman c'est Abanim, un ça. truc Et comme tu ça, non? trouves ça aussi chez le Rav Kook, qui va développer ça aussi. Le Rav Kook, il fait de l'historiosophie. Et évidemment, tu trouves ça chez Manitou, qui a appris ça avec Jacob Gordin. Et aussi, qu'est-ce qu'il fait quand je te dis il intègre la Kabbalah? Eh ben, il va lire l'histoire de Abraham, Yitzhak et Yaakov comme des midotes, des attributs de Dieu qui se dévoilent dans l'histoire au fur et à mesure et qui s'équilibrent. Donc, Abraham, par exemple, il amène le chesed au monde, mais le monde ne peut pas vivre sur le chesed. Il va falloir équilibrer ça avec son fils et son petit-fils.
tu vois, et chacun correspond à une séphira. Et c'est la structure divine qui se dévoile dans le monde. Donc en fait, ce que Jacob Gordin, il leur dit, il y a une histoire, il y a une histoire biblique, et il y a aussi une méta-histoire. Ça veut dire quelque chose de secret qui se dévoile au fur et à mesure et qu'on peut décoder en lisant la Torah. Et donc là, vous voyez maintenant le rapport qu'il peut y avoir entre un maître comme Chouchani et un maître comme Jacob Gordin et l'influence, l'impact qu'ils vont avoir sur ces jeunes juifs intellectuels et perdus français pendant la guerre et après la guerre. En fait, ils vont pas seulement les sauver, ils vont également les transformer, les ramener à leur héritage, les refonder dans le feu de la parole divine. C'est Elie Wiesel qui dit, quand on écoutait Chouchani, c'est comme si on se trouvait au pied du Har Sinaï. On était brûlé par ses paroles. Voilà. Euh, alors, je vous ai envoyé justement le témoignage de Manitou sur Jacob Gordin sur WhatsApp, mais comme je l'ai fait avec l'application dans mon téléphone, je ne me le suis pas mis dans le mail. Et donc, il n'est pas dans mon ordinateur. Cette semaine, je vais faire remarcher le Moodle qui ne marchait pas aujourd'hui pour une raison étrange. Et je vais tout mettre dans le Moodle, comme ça vous aurez tous les textes, d'accord? Je peux vous faire écouter ça aussi, regardez. Attendez. Je vais vous faire écouter Manitou, le témoignage de Manitou sur Chouchani. Attendez. Alors, comment je fais ça? Je pense qu'on va se quitter avec ça. Et après, moi, je vous mettrai les textes. Je cherche la page dans mon ordinateur, là, mais je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Bon, vous avez compris que la technique, c'était pas mon fort. Je suis désolée. Ça va s'améliorer au fil du temps. Ok, qui peut m'aider? Qui peut m'aider là? Est-ce que vous avez peut-être... Ah non, voilà, ça y est, j'ai ça. Ok, je vais vous faire écouter ça. Alors, normalement, j'ai fait activer le son. Ça devrait marcher. On va voir si ça marche. D'un grand maître qui a eu Est-ce juste que après vous la guerre, entendez? qui était Ouais, c'est bon. spécial. C'est Chouchani. Ça vous dit quelque chose, Chouchani? Oui. Et je ne me rappelle qu'une fois, juste quelques temps après la guerre, je l'ai bien connu, et j'ai eu le privilège de le connaître d'ailleurs. Il aimait mettre les gens dans sa poche. C'était une science faramineuse, une mémoire qui n'existe pas, et vraiment une intelligence. Ça dépasse le commun. Je ne sais pas si c'était un homme ou autre chose, pour vous dire. Hein? Oui, on se doutait. Moi, je vais vous dire un peu mon avis, puisque vous l'avez connu. Oui. À l'accent, il était lituanien, ça c'est évident. Son accent hébreu, c'était lituanien. Litvak, dommage. Ou alors, c'est qu'il a appris dans une yeshiva litvak. Et il est fort probable, c'était un prodige, que dans ces yeshivas, il n'avait personne à qui parler, alors il est devenu fou. Mais il est devenu fou. Mais bon, on vous parle de quelqu'un qu'on n'avait pas connu, c'est très respectable. Il y avait des gens qui disaient il est 50% fou, 50% génie. C'est pas vrai. Il était 100% génie et 100% fou. Bon, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Je l'ai fréquenté pendant 1 an. Admirez ma patience.
Parce que comme vous savez, pour le judaïsme, il faut deux vertus, la science et la patience. En tout cas, pour revenir au sujet, il aimait parfois mettre les gens dans sa poche. Alors il avait appris que dans une synagogue, je veux dire, je ne sais plus si elle existe encore, la rue Blanche, ça vous dit quelque chose? Il y avait un moradon de la communauté sfarade turque, de la rue Saint-Lazare. Eh bien oui, vous avez dû connaître la rue Blanche. Ah ben très bien. Moi, je l'ai vu comme un cours, maître. Oui, oui, eh ben c'était le même milieu. Et alors une fois, c'est le, je sais pas comment dire, le comité culturel de la rue Saint-Lazare qui avait leur moradone à la rue Blanche, en plein Pigalle, quoi, je sais pas comment dire. Je vous raconte une blague. Avait invité un prêtre à faire un exposé sur le Cantique des Cantiques. Et alors, un exposé sur le Cantique des Cantiques. À la fin de l'exposé, Chouchani qui se lève et qui dit « Dites-moi la vérité, comment vous savez ces choses-là, vous êtes célibataire ?» Bon, toute la salle s'est esclaffée. ב-7 באוקטובר גילינו מחדש כמה... Attendez, qu'est-ce qui se passe là? שמייצר מציאות חדשה, ואז נכאב יחד, ונחבק. Ok. Une vidéo qui a dû se lancer. Hein? Une vidéo qui a dû se lancer. J'ai pas entendu. C'était ça, c'était Manitou que vous avez entendu qui parlait de Chouchani. Et j'avais autre chose à vous montrer. J'avais le texte de Jacob Gordin. Je l'ai pas dans l'ordinateur. Je vous l'ai envoyé sur WhatsApp. Par contre, je voulais vous montrer le site. Mais vous pourrez aller voir. D'accord, vous voyez, on voit ici Chouchani ici. Et il y a tous les interviews qu'il a fait Michael Greenspan pour retracer en fait, pour faire son film, pour faire l'enquête en fait, pour retrouver des traces de Chouchani et essayer de définir qui il pouvait être. Donc voilà, je vous invite à aller voir ce site qui est assez intéressant. Et ce que je vais faire, je vais essayer de vous mettre dans le Moodle, de vous mettre un article de Jacob Gordin pour que vous voyez un peu ce que c'est que l'historiosophie. Et on va se quitter sur peut-être un petit enseignement justement de Jacob Gordin. Quand il lit, par exemple, le moment où Joseph est déjà en Égypte et Yaakov envoie ses fils en Égypte parce qu'il y a une grande famine dans le pays, Be'eretz Canaan, et il leur dit il faut partir en Égypte chercher à manger. C'est la raison pour laquelle les frères de Yosef vont arriver en Égypte et Yosef, lui, est déjà devenu vice-roi de l'Égypte. Ok, vous voyez ce passage. Alors, à ce moment-là, le texte dit Yesh Shever Baaretz. Il y a une grande famine sur la terre, en Israël. Shever, commande Jacob Gordin, c'est pas seulement la famine, c'est aussi la faille, la brisure, la cassure. Et donc c'est là que prend place le commentaire kabbalistique de Jacob Gordin. Il dit, il y a une fissure, il y a une faille, il y a une brisure, il y a quelque chose de cassé et les étincelles divines sont perdues. Et c'est pour cette raison que les 12 tribus, les enfants d'Israël, les enfants de Yaakov doivent descendre en Égypte, doivent aller dans le pays de l'impureté, dans le pays de la Touma, dans le pays qui est l'inverse absolu d'Israël. C'est-à-dire d'un côté on a Israël et de l'autre côté on a l'Égypte. Et la matrice d'Israël, le peuple d'Israël va sortir de l'Égypte. C'est comme si le bien sortait du mal, c'est comme si le noir et le blanc avaient besoin d'être réunis pour pouvoir
donner naissance à quelque chose. C'est l'un et l'inverse de l'autre. Mais en fait, comme l'un est l'inverse de l'autre, alors ils vont ensemble. Et donc, les enfants de Yaakov vont partir en Égypte et Yeshever Baaretz, la raison de l'exil, c'est d'aller chercher les étincelles perdues pour les ramener, pour élever ces étincelles, pour ramener la Kdusha et révéler le nom de Dieu au milieu de l'Égypte, au pire endroit de la terre. Et révéler l'image de Dieu qu'il peut avoir dans l'homme. Et là, on finit avec cette idée de liberté, justement, la sortie d'Égypte, justement. C'est ça, c'est de libérer l'homme en tant qu'image de Dieu sur la terre. Tselem Elohim. En disant, il ne peut pas y avoir aucun esclavage possible, hormis le joug des mitzvot, le joug divin, qui est au-delà de tout ce qu'il peut y avoir sur la terre. Voilà, c'est un exemple des enseignements de Jacob Gordin qu'on va retrouver chez Neher, chez Manitou, chez Wiesel. Et c'est marrant quand on est chercheur de trouver justement à des petits endroits exactement le même enseignement en se disant mais alors d'où il vient cet enseignement? Et c'est là qu'on trouve la trace soit de Chouchani, soit de Gordin. Et des fois, l'enseignement est le même. Et pourtant, il paraît que Gordin et Chouchani ne se sont jamais croisés. Donc peut-être qu'il faudrait chercher encore plus loin avant et chercher qui étaient les maîtres de Chouchani et Gordin. Petit indice, peut-être, se trouve à la yeshiva de Vologine. Peut-être. Voilà. Tov. Chers amis, on arrête l'enregistrement si vous voulez me poser quelques questions. Et voilà.